heures, pas très loin de vous, sur votre pas d'or. Ok, merci. On est dans le sanctuaire Pélagos. Il y a énormément d'animaux, en particulier l'été, ce qui est d'ailleurs un problème puisque c'est aussi l'été qu'il y a le plus de trafic maritime et qu'on a cette conjonction entre beaucoup d'animaux et beaucoup de bateaux. Alors, dauphin bleu et blanc. 1, 2 et 3. On a ici principalement 6 espèces et au large, on va dire les deux principales. C'est le rorqual commun et le dauphin bleu et blanc. Le rorqual commun, c'est un animal assez majestueux par sa taille, par sa puissance, par son élégance. Et c'est aussi le second plus gros animal sur la planète. Donc c'est assez remarquable qu'on ait ce patrimoine naturel-là en Méditerranée. Et il faut absolument qu'on le préserve. Il y a 2 ans sur Brut, nous avons publié une vidéo sur la situation de Flocker, une baleine à l'agonie après une collision avec un navire. Et après quelques recherches, on s'est aperçu que ce n'était pas un cas isolé. Elle est un peu l'ambassadeur de ce que nous faisons subir à ces animaux. Il y aurait rien que dans le sanctuaire Pélagos en Méditerranée, 3500 situations de collision chaque année entre des cétacés et des bateaux. Les collisions, aujourd'hui, pour ces deux grandes espèces, rorqual commun et cachalot, c'est la première cause de mortalité non naturelle. Et c'est pas un taux de mortalité négligeable. On a affaire à une petite population. Les rorqual communs, c'est 1500 individus. C'est des taux de natalité qui sont faibles, c'est-à-dire qu'il y a un petit tous les 2, 3, 4 ans, ce qui n'est pas beaucoup. Et donc, ce taux de mortalité lié simplement aux collisions, il est susceptible de mettre en péril cette population de rorqual commun en Méditerranée. Aujourd'hui, on est à bord du Blue Panda, le bateau emblématique du WWF, où des scientifiques étudient cette problématique et cherchent des solutions. Tu vois quelque chose de là-haut ? Elle sonde. Il y a 3 baleines qu'on a repérées et là l'idée c'est d'aller déployer ce qu'on appelle une balise, c'est-à-dire un système qui va enregistrer les mouvements de l'animal. Tous les systèmes sont à l'intérieur, tu as une caméra qui nous permet d'enregistrer aussi ce qui se passe. Tu as 2 antennes avec un signal VHF et on a aussi une antenne Argos qui nous permet d'avoir une position si on la perd complètement, si on n'arrive pas à la suivre. Donc l'objectif de ces balises c'est d'essayer de comprendre ce que font les animaux quand ils sont sous l'eau. Les baleines elles échappent à notre vue pendant 90% du temps. Maintenant, mettre une balise sur le dos d'une baleine c'est pas facile, il faut que les animaux soient calmes, donc on va s'approcher tout doucement. Et puis on va essayer avec Seb à l'avant, avec une longue perche, d'aller coller la balise sur le dos de l'animal. Little Panda de Blue Panda à vos 2 heures à 500 mètres. Nous, on est un peu les yeux du pneumatique parce qu'on est beaucoup plus haut sur l'eau, donc on voit les baleines beaucoup plus loin. Donc notre rôle, ça va être d'indiquer où sont les baleines et également de noter toutes les informations qui nous communiquent, que ce soit l'heure de la pose de la balise, de son allumage, d'une biopsie. Blue Panda de Little Panda, est-ce que vous avez une direction pour la dernière sonde ou en général? Elles allaient plutôt vers notre 3 heures. Les baleines sont juste devant. Ouais, mais... Elle a sondé, elle a sondé. Ah putain, ça commence à partir. Blue Panda de Little Panda, vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Bon, on abandonne l'idée de poser une balise parce que les baleines sont 3, elles interagissent et c'est trop compliqué. On va passer aux biopsies. À vous. Ok, bien reçu. Bravo. Blue Panda, je t'écoute. Est-ce que vous avez de quoi noter? Affirmatif. Alors là on vient de réaliser une biopsie. Donc avec cette flèche, une petite douille là que je viens de mettre dans l'aluminium, on a une carotte de peau et une carotte de gras. Et donc
Donc avec la carotte de gras, on va pouvoir voir s'il y a des contaminants, des polluants, des plastiques dans le corps de la baleine. Et avec la peau, on va pouvoir faire son identification génétique. Grâce au taux de certaines hormones, on peut savoir si on a affaire à des femelles gestantes, à des mâles actifs ou à des juvéniles. Et ça permet à terme de voir comment évolue la population et comment elle est structurée. Les différentes missions menées depuis 2006 ont montré que 6% des individus photo-identifiés et 20% des individus échoués présentaient des traces de collision. Ici, c'est un déploiement qu'on a fait le 9 juin, ce qui est assez intéressant pour nous, la possibilité de la regarder dans toutes les dimensions. Mais l'idée, c'est d'avoir une interaction avec un navire. On pourra comprendre extrêmement finement comment la baleine se comporte avec le bateau qui passe en surface. Au-delà de la trajectoire, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le pourcentage de temps qu'elles passent dans une zone où elles sont vulnérables aux collisions, c'est-à-dire entre 0 et 15 mètres. Et sur un déploiement qu'on a fait, on s'est rendu compte que pendant toute la durée de la nuit, elle était 80% de son temps entre 0 et 10 mètres. Donc l'outil est prêt, la technique de déploiement est prête. Maintenant, il nous manque un peu la chance pour qu'on ait les deux ensemble et qu'on puisse avoir une balise sur le dos d'une baleine avec un bateau qui arrive. Le trafic maritime double en moyenne tous les 20 ans. Cette problématique devrait donc s'intensifier. C'est pour ça que le WWF et plusieurs acteurs travaillent sur des solutions concrètes. On va bâbord, on dit. Bâbord, si j'ai bien compris, ouais, les deux premières. Alors ici, je suis en train de préparer les bouées qu'on va déployer et qui vont nous permettre de capter les sons. Donc on va mesurer l'ensemble des sons et puis on a des algorithmes qui vont venir repérer exactement le signal qu'émet un rorqual. Ok, j'y vais, hein. Ça tombe. On y est presque, vous pouvez commencer à lever la bouée. Alors si tu peux la tourner d'un quart vers moi. C'est largué. C'est bon. Ok, c'est bon pour nous. C'est bon. Alors là, on fait une manip assez courte, donc on va la laisser, soit on la récupère ce soir ou demain matin. On va le traîner un peu ici. Ils ont repéré une baleine qui doit être par là. Et à partir de la détection de ce son sur chacune des bouées, on est capable de reconstruire et de savoir où se trouve la baleine pour que les navires sachent comment éviter la baleine et éviter la collision. Alors là, on a récupéré du congélateur les biopsies qu'on a réalisées ce matin. Et là, je vais sortir la biopsie de la douille et on va séparer la peau et le gras. Donc j'ouvre la douille où dedans on a notre biopsie. Sur la partie de peau, on va pouvoir faire toute identification génétique de l'animal. On a une base de données avec tout ce qu'on a déjà réalisé, donc on va pouvoir savoir si c'est un individu qu'on a déjà vu ou si c'est un nouvel animal. Toute la partie blanche, c'est le gras, et ça, c'est la partie peau. Et je vais séparer la peau du gras. Et avec le gras, on va faire tout ce qui est analyse. Alors pendant longtemps, on a fait les contaminants. Et là, maintenant, nous, on va surtout s'intéresser aux hormones, savoir quel taux de reproduction il y a actuellement sur les femelles rorquals, savoir si la population va pouvoir se maintenir ou alors si les taux de fécondité, les taux de grossesse sont trop faibles. Et là, on risque d'avoir une population qui va disparaître. On a commencé d'abord par faire les polluants historiques, c'est-à-dire PCB, DDT. Alors les PCB, on les trouve dans les peintures, dans les transformateurs électriques, dans plein de choses. Et c'est interdit depuis 40 ans, mais on en trouve toujours. Et les DDT, c'est un ancien pesticide, insecticide très connu qui a été répandu pendant des années et qui est interdit depuis 50 ans. Et ça aussi, on le trouve dans le gras des baleines. Et puis on a fait une étude un peu plus récente où on a travaillé sur des phtalates qui sont utilisés pour assouplir le plastique. Et là aussi, on a 100% des échantillons qui sont contaminés. Et donc finalement, ces rorquals communs doivent subir à la fois cette pollution ancienne, cette pollution récente, plus le réchauffement climatique. Donc c'est le cumul de toutes ces choses qui vont affaiblir les animaux, qui font que s'il y a une cause naturelle comme un virus, à ce moment-là, les animaux ne vont pas résister et la mortalité sera bien supérieure à ce qu'on aurait eu dans une population en bonne santé.
Bah là on a enregistré pendant à peu près 24 heures tous les sons de l'océan, y compris les sons des rorquals. Rouge, c'est un rouge. Ouais mais... Ouais. Il n'y a pas 12 000 façons d'éviter les collisions. Soit on est capable de séparer là où se trouvent les baleines de là où se trouvent les bateaux. Soit on a des systèmes pour que les bateaux puissent éviter les baleines, donc ils aient leur position. C'est le système qu'on est en train de développer. Et puis sinon, il y a ralentir la vitesse. Il y a des scientifiques qui ont montré qu'en dessous de 10 nœuds, le risque de mortalité par collision est de 20%, alors qu'au-dessus de 13 nœuds, il passe à près de 70%. Pour un cargo qui navigue à 13 nœuds, c'est jouable, ça ne va pas transformer son modèle économique. En revanche, pour les ferries, par exemple Marseille-Bastia à 10 nœuds, c'est 24 heures, alors qu'aujourd'hui c'est une nuit. Donc ça, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on essaye de trouver des moyens pour pouvoir maintenir ces échanges avec un modèle économique qui soit durable, mais en sécurité pour les animaux. Et la solution, c'est d'avoir ce système anti-collision qu'on essaye de développer en ce moment.